Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors, comme tu le vois, je suis toujours en déménagement puisqu'en fait, ça change pas. Je tourne le même jour, tout le temps. Je tourne plein de vidéos, plein. Donc voilà, c'est normal que ça ne bouge pas. La seule chose qui a changé, c'est ces lunettes-là. Eh oui, avant elles étaient argentées. Là, elles sont un peu plus dorées. Ne t'inquiète pas, elles valent pas un rond. Trêve de bavardage, on va passer avec les histoires. Alors d'emblée, Kendra voudrait dire que cet incident est l'un des rares qui l'a vraiment marqué. Bien que cela ait lieu en janvier de l'année précédente, cela l'empêche encore de dormir la nuit. Cela lui semble surréaliste que tant de choses étranges arrivent aux gens quotidiennement, et elle n'imaginait jamais que cela puisse lui arriver également. Quoi qu'il en soit, elle reste à l'étranger à cause de ses études, et il n'y a rien qui la dérange ou qui lui fait peur dans ce pays. Elle vit dans une zone relativement peuplée, il y a beaucoup de jeunes femmes dans son complexe d'appartements et même des femmes plus âgées. Donc elle peut dire qu'elle se sent en sécurité là où elle habite. Se promener dans les rues est également sûr puisqu'il y a toujours du monde. Il y a des appartements, des parcs, des maisons, des 7-Eleven ouverts en permanence et des petits cafés. Elle est presque sûre que vers chez elle, il y a un Love Hotel. Mais voilà, vous voyez à peu près le genre. Même si l'université enseigne les cours en anglais à tous les étudiants étrangers, elle veut quand même apprendre la langue, la respecter et découvrir la culture. C'est amusant et elle se fait pas mal d'amis dans ses cours. Eh bien, un jour, elle marche vers un dépanneur après la classe. Elle se souvient d'être vraiment fatiguée. Il est environ 20 h, le cours s'est terminé il y a quelques temps. Mais comme elle a un temps libre qui est assez rare dans sa vie, elle décide d'explorer les lieux. Elle connaît son chemin et se sent assez confiante pour la route à prendre. Au fil du temps, elle marche et atteint cette route géante avec quelques parcelles vides sur la droite. Ne vous méprenez pas, c'est un quartier résidentiel et elle peut même entendre des bruits provenant de quelques-unes des maisons. Il y a un tas de maisons, mais en continuant à marcher vers la ville et toute l'agitation, il y a toute cette zone isolée composée uniquement de routes et de lampadaires. Le dépanneur qu'elle doit aller voir est à environ 4 km. Elle se sent mal à l'aise et elle est très nerveuse également. À cause d'un incident précédent, elle décide de s'arrêter et de regarder autour d'elle. Il n'y a rien, mais elle décide de commencer à courir un petit peu plus loin, tout en regardant un peu d'un côté à l'autre et en arrière également. Il n'y a même pas 30 secondes qui s'écoulent et elle tombe sur quelqu'un. Elle sent un sentiment d'effroi l'envahir et ses cheveux se dressent. Ses paumes commencent à trembler et elle ne lève pas la tête pour voir de qui il s'agit. Elle s'excuse comme une folle, reculant simultanément et se préparant à sortir de là comme si elle était aux foutus Jeux Olympiques ou quelque chose du genre. La personne vient devant elle, commence à marcher vers elle à petits pas et commence à bouger dans un étrange mouvement de balancement. C'est presque comme un dessin animé et tout en se balançant. La personne dit simplement « c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu fous là toi? Tu m'écoutes ?» Il lui dit ça avec un ton arrogant. Et Kendra ne peut pas voir son visage qui est couvert par un masque. Et cette personne porte un grand sweat à capuche avec un pantalon de survêtement. La voix est un peu étouffée mais a l'air masculine. Alors qu'elle tente de s'excuser à nouveau, la personne attrape son poignet d'un geste brusque et serre fortement, la forçant à lever les yeux. Kendra voit des tatouages complexes sur la main de la personne, des motifs traditionnels japonais qui lui rappellent les yakuza. Le cœur battant la chamade, elle essaye de se dégager, mais la prise est trop forte. La personne, toujours avec ce ton menaçant, se penche vers elle et murmure « Tu n'as rien à faire ici. Ce quartier appartient aux yakuza. Si je te revois traîner ici, ce sera pas aussi simple. » Tu m'as compris? Kendra sent la terreur l'envahir. Elle hoche rapidement la tête, tremblant de peur. La personne relâche enfin son poignet et elle recule précipitamment, manquant de trébucher. Sans attendre une seconde de plus, elle se met à courir aussi vite que possible, s'éloignant de cet endroit sinistre. Cette rencontre la hante chaque nuit, et même si elle essaye de reprendre une vie normale, la peur et l'image de cet inconnu au tatouage yakuza ne la quittent jamais. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors, comme vous l'avez compris, elle est au Japon, et forcément, le taux de criminalité et tout, il est mais hyper bas. Au Japon, c'est simple. Tu oublies ton téléphone quelque part, tu reviens 2 heures après, il y a de grandes chances pour qu'il soit à la même place, ou qu'il ait été amené aux objets perdus, ou au commissariat du coin. Puisqu'au Japon, il y a des petits commissariats un peu dans chaque quartier, tu vas le chercher, il est là-bas. Vraiment, ils ont d'autres problématiques, le Japon, mais normalement, c'est un pays ultra safe. Et forcément, je pense qu'elle a été choquée, puisque ça existe encore les yakuza, il y a des territoires et tout. Donc voilà, je pense qu'elle s'attendait pas à ça en fait, c'est le choc. À mon avis, c'est un choc de « Ah, oui, c'est vrai qu'au Japon, il peut quand même y avoir des trucs dangereux. » On ne dit pas que ça n'existe pas. Donc bon, tu vois, mais le mec a quand même fait « Bon, reste tranquille, ici c'est notre quartier, tu viens pas, parce que sinon, peut-être t'es en train de déranger un petit trafic là, donc non, tu bouges. »
Donc voilà, histoire très cool, moi je l'ai kiffé. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite il y a longtemps. C'était en 2003-2004 et Adriana avait 17-18 ans à l'époque. Les rencontres en ligne étaient fondamentalement une nouveauté et c'était amusant et excitant. Elle était célibataire à l'époque et parlait à différentes personnes en ligne. Vous savez, elle flirtait et s'amusait. Un jour, un gars l'a contactée sur un site de rencontre. Il était plutôt beau et poli, typique d'un garçon d'à côté avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Adriana était intriguée. Elle a appris qu'il avait 6 ans de plus qu'elle, qu'il habitait assez loin de chez elle, mais c'était excitant de lui parler. Ils ont commencé à parler quotidiennement, à faire connaissance, à planifier un rendez-vous, où il lui a dit qu'il lui achèterait des billets d'avion et des trucs comme ça. En tant qu'adolescente, recevant ce genre d'attention de la part d'un homme plus âgé qui est en fait gentil et même drôle, Adriana a sérieusement pensé à accepter son offre. Ils ont donc pensé à l'idée de faire cela pendant les prochaines vacances scolaires. Ils ont continué à parler, mais plus elle le connaissait, plus elle réalisait qu'il était peut-être trop mature pour elle, parce qu'il parlait beaucoup de politique, d'actualité et de trucs comme ça. Et en tant qu'adolescente, elle s'en fichait complètement. Adriana a donc commencé à perdre tout intérêt et finalement leur contact quotidien s'est effondré. Le temps passe, elle rencontre quelqu'un d'autre et se marie à 23 ans. Elle construit une nouvelle maison et grandit. Des années plus tard, en juillet 2011, Adriana et son mari sont en train de poser le sol de leur nouvelle maison lorsque la nouvelle a traversé la musique à la radio. Une bombe a explosé dans la capitale de leur pays. Eux, comme le reste de la population, étaient sous le choc et se sont précipités pour allumer la télévision. Et ils ont regardé les informations. Un acte de barbarie s'est produit en Norvège. La première attaque a été l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier du gouvernement exécutif de la Norvège. Le dispositif a été placé dans une camionnette à côté de la tour abritant le bureau du Premier ministre de l'époque. L'explosion a tué 8 personnes et blessé au moins 209 personnes, dont 12 grièvement. 2 heures plus tard, une deuxième attaque s'est produite dans un camp d'été sur l'île d'Utaya. Le camp était organisé par l'AUF, l'aile jeunesse du parti travailliste norvégien, AP au pouvoir. Un homme vêtu d'un uniforme de police fait maison et présentant une fausse pièce d'identité a pris un ferry pour se rendre sur l'île et il a ouvert le feu sur les participants, tuant 69 personnes et en blessant 32 autres. Parmi les morts figuraient des amis du Premier ministre et le demi-frère de la princesse héritière de Norvège. L'attaque d'Utaya est l'une des masses les plus meurtrières perpétrées par un seul individu dans l'histoire moderne. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière survenue en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'ils ont appréhendé le suspect, ils ont signalé qu'il s'agissait d'un homme de 32 ans et ils ont montré sa photo. Il ressemblait juste à un homme blanc normal, mais quelque part, au fond de son esprit, il semblait familier à Adriana. Mais elle a simplement écarté cette petite impression de sa tête. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, d'autres photos de lui ont inondé les médias. Et un jour, une vieille photo de lui a fait la une des journaux. Et Adriana a senti son estomac se serrer et tout son corps est devenu complètement froid. Elle a compris pourquoi il lui semblait familier. C'était le politicien avec qui elle avait discuté des années auparavant. C'était la photo qu'il avait utilisée comme photo de profil sur un site de rencontre. Honnêtement, Adriana est tombée malade. Elle ne l'a dit à personne car vous pouvez imaginer les réactions qui pourraient survenir. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est si heureuse d'avoir arrêté de lui parler quand elle l'a fait. Ouais, c'est comme ça que se termine ce thread puisque oui, effectivement, je parlais avec un énorme... voilà, on va pas dire le terme au cas où j'ai déjà dit des mots qui à mon avis vont peut-être être strike par YouTube. Mais ouais, je sais pas quoi dire. La meuf elle a parlé avec un fou, clairement, y a pas d'autre mot. Potentiellement elle devait le rencontrer et potentiellement faire des choses avec, etc. Potentiellement ils auraient été en couple. Après peut-être, je connais pas l'état mental du truc, j'ai pas suivi toute l'histoire, hein. Là j'ai juste un thread qui venait de ça. Peut-être qu'effectivement après on pourrait se pencher dessus sur toute l'affaire à un moment, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées d'ailleurs de true crime ou quoi, peut-être que pendant la période septembre, octobre, novembre, décembre va y avoir des choses, je sais pas. Le mec qui dit ça alors qu'il a quasiment leak. C'est en préparation en tout cas. Donc voilà, si vous avez des idées de true crime que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, prochain thread d'horreur. Bon, juste avant qu'on commence ce thread d'horreur, si tu veux soutenir, n'oublie pas un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend avec l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emma. Emma, c'est une agent immobilière qui travaille et vit dans une petite ville des contreforts de Blue Ridge Mountain.
Ouais, je sais, mon accent fait toute la différence. Elle travaille aux côtés de son mari dans l'agence familiale qui est là depuis les années 70. Ils vendent rarement des maisons ou représentent rarement des acheteurs pour des maisons situées à plus d'1 heure de leur région. Mais parfois, lorsqu'Emma a un rendez-vous avec un client près de l'autoroute qui monte la montagne, elle en profite pour conduire encore 30 minutes de plus pour aller sur son lieu préféré. Un jour pluvieux de mai, elle a besoin d'évaluer l'avancement d'une maison en construction. Cette maison est à seulement 30 minutes de son lieu préféré. Elle décide qu'après avoir évalué la maison où elle est actuellement, elle se dirigera vers le lieu. Pour Emma, c'est la douche froide. Les travaux n'ont pas avancé, ou alors très peu. Elle finit le tour de la maison et reprend le volant. Il n'y a rien d'inhabituel dans cette journée pluvieuse, jusqu'à ce qu'elle tourne à gauche sur l'autoroute qui mène au lieu. Plusieurs mètres avant d'arriver à un stop, elle remarque un oiseau au milieu de la route, qui semble indifférent que la voiture fonce droit sur lui. Mais malheureusement, le temps de réponse de l'oiseau a été trop lent. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit puisque le sien n'était pas beaucoup plus rapide apparemment. Emma a pu entendre le petit corps de l'animal percuter sa Ford. Paniquée, elle regarde dans le rétroviseur et elle a pu voir que l'animal est mort écrabouillé. Emma est désemparée. Elle n'est pas une personne follement superstitieuse mais croit aux signes, qu'ils soient positifs ou négatifs, que le monde fournit les événements avant qu'ils se déroulent. Puis justement, elle s'est dit « Ah, ça peut pas être un bon signe ». Elle reprend la route et après avoir conduit environ 10 minutes en haut de la montagne, la pluie légère s'est transformée en une pluie battante, ce qui rend la route glissante. Puis un brouillard épais est apparu, ce qui rend la conduite extrêmement difficile. À ce stade, elle peut sentir que quelque chose lui dit de faire demi-tour. Emma a un mauvais feeling et justifie ce sentiment par la culpabilité d'avoir tué cet oiseau noir innocent. Mais elle continue de conduire. 5 minutes passent et elle n'est plus très loin de son lieu. Pendant les 25 minutes où elle a conduit, aucune voiture ne se trouvait derrière elle jusqu'à présent. Puis d'un coup, Emma aperçoit un pick-up rouge qui essaye de se rapprocher de sa voiture. Au début, elle pense qu'il va tourner à droite sur l'autoroute alors qu'elle doit prendre le chemin de gauche. Mais malheureusement, il suit la voiture d'Emma et s'est rapproché encore un peu plus près de son véhicule. Elle est un peu paniquée et la pluie tombe de plus en plus fort. Le brouillard rend d'autant plus difficile de voir la route devant elle. À 2 minutes de son lieu préféré, Emma a remarqué un camion blanc avec ses phares allumés qui s'est arrêté sur le bord de la route. Le camion est posé là comme si le conducteur avait l'air d'attendre quelqu'un. Mais Emma trouve l'endroit un peu particulier pour attendre quelqu'un. Puis surtout, là où il est stationné, y a rien du tout. Elle a regardé à sa gauche et à quelques mètres de là. Le pick-up rouge est également garé sur le parking où elle se trouve. Pendant quelques minutes, Emma est restée assise dans sa voiture en se disant « Ils doivent peut-être prendre une pause déjeuner ou peut-être qu'ils ne peuvent rien voir au-delà du brouillard et qu'ils ne veulent pas prendre de risque de conduire dans ces conditions. » Quelques minutes plus tard, l'individu qui conduit le pick-up rouge ouvre sa portière pour sortir et dans ses mains, il tient une arme à feu. C'est un homme qui, à première vue, a l'air sale. Il est très grand et il a les cheveux noirs. Il a environ une quarantaine d'années et un cure-dent dans la bouche. Il est habillé d'une salopette avec une sangle pendante et tient un fusil de chasse. L'homme s'avance à grands pas vers la voiture d'Emma, mais elle n'a pas attendu que l'homme atteigne sa voiture pour démarrer. Elle est toute tremblante, elle a une immense peur. Emma fait demi-tour pour rentrer le plus vite possible dans sa maison. L'homme sale n'a pas suivi Emma avec son pick-up, mais le camion blanc de tout à l'heure est sur ses talons. Il colle encore plus la voiture d'Emma que celui qui avait le pick-up rouge. La pluie diminue mais le brouillard persiste plus longtemps qu'elle ne le souhaite. L'homme roule sur sa file pendant 10 minutes jusqu'à ce que Emma le perde finalement dans le brouillard et tourne rapidement à droite sur une route secondaire. Elle est soulagée que cela ne se soit pas transformé en une impasse sur la montagne. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon, y a plusieurs choses qui sont un petit peu bizarres dans cette histoire. En 1, Emma, elle a décrit l'oiseau quand il était mort. Enfin bref, il y avait des détails très sordides que j'ai pas mis. Déjà que bon, je trouve que voilà. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le thread, elle est là en mode c'est l'oiseau qui aurait dû voler. Oui, mais peut-être qu'il avait un problème et tu pouvais t'arrêter ou je sais pas, tu pouvais faire autre chose pour l'esquiver. Voire peut-être même lui venir en aide. Enfin, ça dépend. Mais voilà. Et deuxième point un petit peu chelou, il y a le cliché de l'américain qui a une salopette, carrément il a un petit cure-dent dans la bouche, il a une petite arme, enfin bref, je sais pas si c'est vrai à 100% l'histoire, après je comprends pas le but d'inventer ça, le truc super glauque là avec l'oiseau, donc je sais pas, je peux pas vous dire. Mais par contre d'un côté je pense que ça peut être vrai aussi, parce que bon déjà je vois pas trop l'intérêt d'inventer l'histoire, mais surtout je pense que peut-être les deux camions ils avaient rendez-vous pour un deal, un truc, ou je sais pas, il y avait quelque chose, et il voulait pas qu'Emma soit dans le coin. Donc voilà. Allez, prochain thread d'horreur.